Le développement du véhicule électrique, comme l'a dit Jean-Michel, est un point essentiel dans la transition énergétique. Et il y a beaucoup de chiffres qui circulent. J'ai pris le chiffre qui est annoncé dans le projet de loi, c'est 7 millions de bornes en 2030, 7 millions de points de recharge. En fait, quand on s'est lancé dans le projet au départ, on s'est dit qu'est-ce qui va faire que le véhicule électrique va se développer. Et le point essentiel, c'est la confiance de l'usager. C'est-à-dire que quand on a un véhicule électrique, on se charge partout où on arrive, on veut qu'on ait une borne, on veut avoir une borne disponible, on veut avoir une borne qui nous attend, parce qu'aujourd'hui, l'autonomie est un petit peu limitée. Et deuxièmement, le confort aussi du véhicule fait que plutôt que d'aller à la pompe une fois tous les 15 jours et d'y passer 20 minutes, ce qui pour chacun d'entre nous n'est pas un moment, c'est casse-pied, il faut appeler un chat un chat. Le fait d'avoir un véhicule qui est chargé en permanence est un grand confort d'usage et une grande qualité. Et donc on s'est dit, il faut absolument que les gens aient confiance dans les infrastructures de recharge, qu'ils en aient de disponibles, qu'ils les attendent partout où ils arrivent. Et qu'est-ce qui fait que les infrastructures de charge vont se développer? En fait, il faut qu'on limite le coût d'investissement. Parce que celui qui paye l'infrastructure, c'est le patron du site, c'est le gestionnaire du quartier, c'est pas directement l'utilisateur du véhicule électrique. Et pour que l'infrastructure de charge se développe, pour qu'il y en ait beaucoup, il faut qu'on diminue le coût d'investissement et qu'on diminue les coûts de possession de ces infrastructures. Pour donner un petit exemple concret, si on prend le siège de Bouygues Énergie et Services, on a 800 collaborateurs, on a à peu près 240 places de parking. On a un abonnement, un raccordement électrique ERDF qui est de 350 kW. Si on avait un tiers de nos places de parking qui étaient consacrées aux véhicules électriques, eh bien pour 2 heures le matin, entre 9 h et 11 h, on doublerait le raccordement ERDF. Donc, c'est pas vertueux. D'abord, ça coûte cher. Ça coûte cher aussi en distribution sur le site. Ça veut dire qu'on aurait un tableau électrique et tout un système qui serait surdimensionné. Tout ça pour 2 heures par jour. Et c'est pas vertueux pour le réseau parce que ça veut dire que nous, nos voisins, le bâtiment d'à côté, feraient la même chose. Et ERDF verrait pendant 2 heures son réseau, le réseau national, une pointe de surconsommation le matin. Et donc, on s'est attelé avec nos partenaires sur EcoToCharge à réduire ces coûts d'investissement et réduire ces coûts de possession pour favoriser le développement des infrastructures et le déploiement des infrastructures. Parce que ça nous a paru, quand on a la genèse du projet il y a 3 ans, comme étant un des points essentiels qui aiderait au développement du véhicule électrique. Ça répondait aussi à la demande de nos clients, puisque les premiers clients, au-delà de la première borne sur site qu'ils vont installer, dès qu'ils en veulent plusieurs, on s'aperçoit que le tableau électrique, il est un peu limité, que le raccordement EDF, il est limité, que ça coûte cher. Et donc, quand on a vu ça, on s'est dit, il faut résoudre ces problèmes-là. C'est un axe de travail majeur. C'est pour ça qu'on a conçu ce projet EcoToCharge. Donc, c'est un projet qui est aidé par l'ADEME dans le cadre des investissements d'avenir. Et on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt sur les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables il y a maintenant 2 ans et demi. Donc, si on regarde bien maintenant l'écosystème d'EcoToCharge, à quoi ça correspond, on voit bien qu'il y a 2 éléments majeurs. Un qui est l'usager du véhicule électrique, qui est quand même au cœur de notre projet. Donc c'est l'écosystème qui est à droite, qui va vouloir avoir des bornes de recharge disponibles, donc pouvoir les réserver, pouvoir négocier aussi son usage du système, c'est-à-dire dire, ben moi quand j'arrive sur mon site, je veux pouvoir repartir ce soir avec 50 km d'autonomie, 80 km d'autonomie. Les gens ne sont pas maximalistes, contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ. Les premiers résultats montrent que si vous avez besoin de 50 km ou 30 km pour rentrer chez vous, il est peut-être en demander 60, mais vous ne demanderez pas forcément un plein complet. Donc les gens ne sont pas maximalistes, mais vous avez la garantie que vous allez pouvoir rentrer chez vous, quand même un élément essentiel. Et si vous êtes visiteur sur le site, bah pareil, vous avez envie d'avoir votre borne de recharge et pouvoir repartir avec votre véhicule chargé quand vous allez repartir. Donc vous avez l'écosystème qui est à droite sur l'usager, donc la réservation, et puis la charge du véhicule, donc toute la partie négociation avec le véhicule et récupération de l'information sur la batterie. Et puis gestion aussi des retards, comme on l'a dit, parce que la vie étant ce qu'elle est, vous pouvez arriver en retard. Vous avez réservé à 11 h, il y a des embouteillages, votre réunion c'est à durer, vous arrivez à midi. Vous voulez quand même avoir ce que vous avez demandé quand vous allez repartir. Et puis à gauche, à droite, j'ai un autre élément qui est clé sur mon écosystème, c'est celui qui paye. C'est le gestionnaire du site, c'est la collectivité locale qui va investir sur un quartier ou les éléments privés qui vont investir dans un écoquartier. Cette personne qui paye, c'est elle qui paye l'infrastructure. L'utilisateur, lui, il paye de façon indirecte quand il va payer ou pas l'électricité ou la charge qu'il va consommer sur le site. Donc celui qui paye l'infrastructure, lui, il est motivé aussi pour que ses coûts, il n'a pas de l'argent infini, pour que les coûts d'investissement soient limités. Et puis il a des contraintes. Ben, ces contraintes sur site, ça va être quoi? Ça va être de gérer l'énergie avec les autres demandes énergétiques du site.
Donc on voit bien dans l'écosystème, j'ai les données énergétiques du bâtiment. Il n'est pas question d'arbitrer en disant vous aurez 18 dans les bureaux ou 15 dans les bureaux parce que de 9 heures à 10 heures, on charge des véhicules électriques. Ça ne sera pas populaire du tout. Ça ne sera pas plus populaire que dire aux utilisateurs du véhicule électrique vous avez eu 20 degrés, vous ne rentrez pas chez vous ce soir. Donc il y a quand même le pilotage énergétique dans l'ensemble du site est un élément qui est essentiel dans son écosystème et d'arbitrer entre toutes les consommations et satisfaire tous les besoins du site. Et puis, il y a au centre la répartition de l'énergie, qui est un des cœurs aussi de système d'éco-touchage. C'est comment est-ce que je vais distribuer l'électricité avec tous les algorithmes d'optimisation pour satisfaire à la fois les véhicules électriques, voir leur état de charge, et puis satisfaire les autres usages du bâtiment ou du quartier. Et élément essentiel dans l'éco-touchage, un élément de flexibilité. On a développé un système de stockage utilisant les batteries des véhicules électriques en seconde vie, c'est-à-dire démonter des véhicules une fois que leur capacité est un peu en dessous de la capacité optimale pour le véhicule, et utilisé pour du stockage stationnaire. Et ce stockage stationnaire, dans le bâtiment, dans le quartier, apporte la flexibilité nécessaire pour lisser la pointe de consommation et répondre aux besoins de charge au moment où on en a besoin. Donc, si on regarde nos partenaires, nous nous sommes réunis à 8 entreprises et académiques pour travailler sur ce projet. Activity, Alstom, Bouygues Energies & Services, le CEA, MBX, Nexans, Renault et l'Université de Versailles 51-Yvelines. L'Université de Versailles 51-Yvelines a particulièrement travaillé sur l'aspect sociologie, puisque l'usager est quand même au cœur du système. Donc c'est eux qui étudient l'aspect sociologie, le comportement des usagers, leurs besoins. Alstom et MBX ont travaillé sur la partie distribution de l'énergie et gestion de l'énergie sur le site, donc le pilotage de l'ensemble de l'énergie sur le site. Bouygues Energies & Services, nous avons porté notre connaissance de l'environnement des exploitants des sites et des quartiers, donc l'autre partie qui est l'autre partie prenante du projet. Et puis bien sûr, nous travaillons avec Renault sur le stockage et sur la distribution électrique. Nexans travaille sur la distribution électrique et sur la partie charge, et vous avez pu voir à l'entrée, si vous avez bien vu les bornes de recharge qu'ils ont, mais ils en parleront plus longuement, qu'ils ont déployées. Le CEA apporte toute sa compétence dans les interfaces entre les différents systèmes et la partie algorithmique pour optimiser les systèmes de charge. Et pour finir, Renault apporte toute sa compétence sur la gestion de la charge et le pilotage de l'usager. Activity travaillant aux côtés de Renault, Activity, une PME de Lannion, travaillant aux côtés de Renault sur la partie gestion de l'usager et pilotage de la charge. 2 sites de test, le technocentre de Renault et le site siège social de Bouygues Construction, Challenger, sur lequel nous avons déjà déployé les premiers éléments du système éco-touchage et sur lequel nous allons tester et évaluer ce système.